Depuis 19 ans, Dany, que je vais recevoir dans un instant, mène un combat sans relâche pour retrouver les responsables de la mort de son frère Jacky. À 38 ans, Jacky était chef d'entreprise dans le bâtiment et papa de 2 enfants. Le 1er février, il se rend sur le chantier qu'il vient de commencer dans le Val d'Oise et Jacky discute alors avec son collègue arrivé un peu plus tôt quand soudain, il se rend compte que son camion se met à rouler. Le chef d'entreprise pense alors avoir oublié de mettre le frein à main et il se précipite vers son véhicule. Mais surprise, 2 hommes sont à bord de la camionnette. Ils sont en fait en train de dérober cette camionnette. Jacky tambourine alors à la portière, il essaye de l'ouvrir, il hurle de descendre aux hommes. Mais les 2 malfaiteurs prennent de la vitesse et remontent la petite rue du centre-ville. Jacky s'accroche alors péniblement à la portière. Il est impensable pour lui de laisser partir son outil de travail. Mais les voleurs freinent brusquement et Jacky tombe sur la chaussée. Loin de s'arrêter, les 2 malfaiteurs vont alors l'écraser. Et ils continuent leur course folle. Ils s'arrêteront finalement 1 kilomètre plus loin avant de s'évanouir dans la nature. Pendant ce temps-là, Jacky agonise sur la chaussée et après 3 arrêts cardiaques, l'homme rend son dernier souffle. Mais l'enquête s'annonce extrêmement difficile. Avant de recevoir Dany, le frère de Jacky, en direct sur ce plateau dans un instant, retour sur ce terrible drame qui a coûté la vie au père de famille. Nous sommes à Viarmes, petite ville du Val d'Oise. C'est ici que travaille Jacky, 38 ans. Il œuvre dans le bâtiment et possède sa propre entreprise. Papa de 2 enfants, il aime la pêche et s'apprête même à passer son permis de chasse. Le 1er février 2002, Jacky arrive sur le chantier qu'il vient de débuter et gare son camion. Il retrouve son ouvrier, déjà sur place. En attendant une livraison, les 2 collègues discutent. Mais soudain, ils s'aperçoivent que le camion de Jacky semble rouler seul. Face à la scène, l'homme se précipite pour activer le frein à main qu'il pense avoir oublié. Mais surprise, il découvre que 2 hommes sont à bord et ils sont en train de tenter de dérober son véhicule. Et alors que Jacky essaye d'ouvrir la portière et leur crie de descendre, le camion prend de la vitesse pour remonter la rue du centre-ville à vive allure. Le chef d'entreprise s'accroche tant bien que mal à la portière de son véhicule. Mais bien décidé à en découdre, les 2 malfaiteurs freinent alors brutalement. Jacky, contraint de lâcher la poignée, tombe sur la chaussée avant d'être écrasé par le camion. Sans s'arrêter, les fuyards poursuivent leur folle lancée en grillant le stop d'un carrefour pourtant très fréquenté. Ce n'est que quelques mètres plus loin qu'ils abandonnent le camion pour fuir à pied dans la nature. Au même moment, Jacky fait plusieurs arrêts cardiaques et finalement succombe à ses blessures. En apprenant les circonstances de son décès, ses proches sont stupéfaits. Dany, le frère du défunt, et sa veuve éplorée décident alors de se rendre à la gendarmerie pour porter plainte. Et très vite, une enquête est ouverte pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le camion est analysé, mais les prélèvements ne donnent rien. Les malfaiteurs ne sont pas dans le fichier des empreintes génétiques. Les enquêteurs vont ensuite entendre un témoin crucial, une habitante de la rue qui a vu passer le camion le jour du drame et qui pourrait identifier les visages des 2 malfaiteurs. Un portrait robot est établi, mais là encore, les comparaisons ne donnent rien. Malgré leurs efforts, les gendarmes n'ont plus aucune piste. Et 2 ans après le drame, faute de preuves, le dossier est clos. C'est un véritable coup de massue pour Dany, car pour lui, il est impensable de se résigner. Sans relâche, il décide alors de solliciter la presse et les médias. Et c'est avec persévérance qu'il parcourt toute la ville et ses alentours pour partager son histoire et diffuser les portraits robots. Prêt à tout pour rendre justice à son frère, il est persuadé que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose, mais n'a pas encore parlé.
Il espère que ses efforts finiront par payer. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Dany. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce C'est moi qui plateau. vous remercie. Vous êtes le frère de Jackie et je dois avouer que c'est un combat qui est impressionnant, celui que vous menez, parce que ça fait 12 ans, 19 ans. 19 ans maintenant que vous voulez connaître la vérité. Ouais. 19 ans que vous vous battez, Ouais. 19 ans que je me bats. sans cesse, que vous relancez la machine judiciaire, que vous relancez les médias sans cesse. Ouais. Il y a eu un non-lieu, un classement sans suite, et à chaque fois, bon, on relance. Pourquoi vous vous battez à ce moment-là? Pour la famille, pour mon père qui est décédé un an après le décès de mon frère, donc pour ses enfants, et pour moi aussi, quoi. Je veux savoir la vérité. À un moment donné, on pourrait se dire, on tourne la page, ça fait tellement longtemps. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit plusieurs fois de tourner la page, mais non. Pensez à autre chose. Pour moi, ça voudrait dire que j'accepte le décès de mon frère, quoi. Et vous l'acceptez pas? J'accepte pas qu'il soit mort comme ça, non. Et que ces meurtriers soient toujours moi, dehors, surtout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, que vous n'acceptez pas. Votre frère, quand il est mort, il avait 38 ans. Il était chef d'une petite entreprise avec un ouvrier. Il était spécialisé dans le ravalement de façades. Ouais. Côté vie privée, il avait une femme, il avait deux enfants. Avec 2 enfants. Donc il était bien, quoi. Il était Dont une petite fille atteinte de trisomie, d'ailleurs. Ouais. Il avait une vie heureuse? Il travaillait trop, moi je trouve qu'il travaillait de trop. Il avait que son samedi, son dimanche, et puis le dimanche c'était juste pour aller à la pêche. C'était sa passion. Il avait une vie tranquille, en fait? Ouais. Ouais. Et le pire, c'est qu'on se voyait pas assez souvent, quoi, je trouve. Vous avez des regrets aujourd'hui? Ouais. Parce que quelques jours avant, je l'avais vu, il m'a dit passe boire un café à la maison, j'ai dit oui. Puis j'y suis pas allé. Ça fait. Vous avez appris comment son décès? C'est ma mère qui a reçu un coup de téléphone, puis qui est venue me le dire, quoi. Mais je ne savais pas comment il avait été tué, quoi. Ma mère m'a dit, ouais, ils l'ont tué, mais je ne savais pas. Donc on a essayé de lui voler sa voiture, enfin sa camionnette, pour résumer. Ouais. Il s'accroche à la camionnette, Ouais. parce que c'est son outil oui. de travail. Voilà. Ouais, parce que 2 mois avant, il s'est fait voler une machine à projeter dans la même ville, déjà. Ça me semble un peu bizarre, quoi. Ça faisait 2 vols quasiment 2 vols d'affilée. ouais, le premier en mois de novembre et Ouais. le deuxième en mois de février, 1er Ça février. fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc moi, je dis, ça m'étonnerait que... J'ai toujours dit que les 2 affaires étaient liées, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Il y a 2 hommes à bord de cette camionnette, a priori, quand ils sont en train de Il y en a la un voler. qui monte dans la camionnette. D'après, j'ai regardé encore les dépositions hier. La dame le voit allongé dans la camionnette, en train de regarder en dessous le volant. Donc sûrement pour essayer de démarrer le fourgon. Et il y a un deuxième homme qui est derrière. Donc après, il est monté dans le camion, sûrement le deuxième homme. Mais après, il y avait pas un ouvrier, comment dire, un plombier qui était sur le chantier, qui a poursuivi le camion, et il s'est aperçu que derrière, il était suivi par une voiture. Donc pour moi, il y avait minimum 2 hommes, mais je dis 3. 3 hommes. 3 hommes et votre frère s'accroche et le camion freine, il est projeté Ouais. et ils vont lui rouler dessus. Ouais. Et il va décéder Ouais. de cette façon. Bah, le camion pèse 3,5 tonnes, la machine 1 tonne. Donc, c'est pas possible qu'il survive, quoi. Les enquêteurs, ils vont travailler là-dessus. Quand même, Oui. hein. Il faut vraiment le dire parce qu'il y a Ouais, eu ils ont travaillé. c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution qu'il faut accuser les enquêteurs, parce Non. qu'ils vont beaucoup travailler, ils vont entendre les témoins, ils vont attendre une habitante de la rue d'ailleurs qui va dresser un portrait Voilà. robot. Voilà. Et le camion, quand il va être retrouvé, la camionnette, quand elle va être retrouvée, ils vont faire des prélèvements ADN aussi. Ouais. Mais il y a 19 ans, c'était pas comme maintenant, quoi. Et 2 ans après le drame, faute de preuves, Un classement, un non-lieu. qu'est-ce que vous dites quand au bout de 2 ans, on vous dit c'est un non-lieu? On comprend pas, quoi. On comprend pas qu'il puisse y avoir un non-lieu. Maître, c'est normal qu'il y ait un non-lieu au bout de 2 ans. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui est mort. On a roulé sur une personne. Il y a un portrait robot. Ça me paraît assez rapide, non? Moi, ça me semble effectivement un peu court pour un non-lieu, d'autant que à partir du moment où personne n'est arrêté,
il n'y a pas de demande particulière d'une personne qui serait mise en cause de dire je vais avoir un non-lieu, est-ce que je veux reprendre ma vie. D'ailleurs, on a des dossiers qui restent dans les bureaux des juges d'instruction, parfois pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait des choses qui ressortent. Donc, moi, ça me paraît un peu rapide. Après, je connais pas le dossier, donc je sais pas quelles étaient les motivations du juge. Peut-être qu'il y avait d'autres impératifs dont j'ai pas connaissance. Mais c'est vrai que 2 ans, c'est un peu court. D'autant qu'on sait avec l'ADN, alors peut-être on le savait moins à l'époque, mais on le sait maintenant, qu'on a des choses qui parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans après ressortent grâce à l'ADN, grâce aux améliorations de la technologie. Ce qui pourrait par exemple être le cas dans cette affaire. Alors justement, vous restez déterminé à connaître la vérité, hein, et vous ne perdez pas espoir. Vous savez qu'un nouvel élément peut permettre de faire rouvrir l'enquête et vous continuez d'arpenter les rues de la ville, de solliciter les habitants et les commerçants à la recherche du moindre indice. Et ce nouvel élément que vous attendez tant va finir par arriver. Après diverses parutions dans la presse locale, 3 ans après la mort de son frère, Dany reçoit une lettre mystérieuse à son domicile. Le texte est en fait un ensemble disparate de lettres découpées dans les journaux, puis collées. La lettre accuse 2 hommes du Pas-de-Calais, le département d'où l'enveloppe a d'ailleurs été affranchie. Mais le Corbeau ne cite aucun nom. Il parle des malfaiteurs avec d'étranges surnoms. Dany est très surpris et il décide d'apporter ce courrier aux gendarmes. Grâce à cet élément, l'enquête est relancée. Plusieurs prélèvements, notamment salivaires, sont effectués sur l'enveloppe, mais aucun ADN ne match. Pour tenter d'identifier les meurtriers présumés, les enquêteurs se penchent aussi sur les fameux surnoms. En vain. Une énième déception pour Dany, qui ne s'avoue pourtant pas vaincu. Il continue inlassablement d'arpenter les rues de la ville pour distribuer les portraits robots des suspects. Les enquêteurs sont admiratifs de la ténacité dont il fait preuve. Mais malgré ses efforts, l'enquête s'essouffle à nouveau. Et c'est seulement 17 ans après le terrible drame qui a bouleversé sa vie que Dany reçoit un appel qu'il n'attendait plus. Au bout du fil, il s'agit d'un enquêteur qu'il ne connaît pas. Et il lui annonce qu'une cellule Cold Case vient d'être créée au tribunal de Pontoise. Et le dossier de Jackie est devenu l'une de leurs priorités. C'est un nouvel espoir qui renaît pour Dany. Il reste déterminé à mener son combat jusqu'à ce que la vérité éclate. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Dany, le frère de Jackie, qui est toujours en direct avec nous sur ce plateau. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette lettre, parce que c'est étonnant, cette lettre. C'est une lettre qui vient a priori du Pas-de-Calais, et c'est une lettre qu'on vous adresse à vous, qui arrive chez vous. Oui, parce que j'avais fait paraître un article dans le Courrier Picard, donc sur l'affaire, et j'ai reçu une lettre avec l'article du Courrier Picard, et une lettre dénonçant 2 personnes. Il y avait le nom de ces personnes? Des surnoms. Des surnoms, simplement. Voilà. Ce qui est assez étonnant en plus, c'est qu'alors ça fait un peu film. Enfin, moi, je suis surpris qu'on fasse encore ça, quoi. C'est des lettres de journal qui sont découpées, qui sont collées pour faire des phrases. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que, en plus, ce qui n'est pas normal, c'est que le journal, le Courrier Picard, ne paraît pas dans le Pas-de-Calais. Ah oui. C'est un peu bizarre. Les enquêteurs vont travailler sur cette lettre, ils vont repartir sur une enquête. Voilà. Au final, quoi, rien? Rien. Ça n'a rien donné. Ça veut dire quoi? Qu'on ne trouve pas qui sont les 2 hommes désignés, ni qui a pu écrire cette lettre? Les 2 hommes désignés, ils existent, mais on a l'impression que c'était pour... Est-ce que c'était une plaisanterie ou autre chose, quoi? Donc, mais, en fait, les 2 hommes désignés dans la lettre ont été identifiés. Oui. Ils sont identifiés, mais ils y sont pour rien. Non, ils y sont pour rien du tout. D'accord. Et la personne qui a écrit la lettre n'est pas identifiée, on n'a pas réussi avec les prélèvements. Donc c'était quoi, une sale farce, quoi? Ah, c'est une mauvaise farce, on va dire. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise farce. Vous avez eu espoir, vous, à ce moment-là, qu'on arrive à retrouver? Je me dis, ça y est, c'est la fin, quoi. Et non, encore une fois, non. Quand on vous dit que c'est pas eux? Ça va, je suis déçu, mais c'est pas pour ça que je dis je laisserai pas tomber.
Vous êtes très proche, je crois, des gendarmes Ouais. qui mènent l'enquête, parce que je crois qu'ils ont beaucoup d'admiration finalement pour votre volonté et votre Je ténacité. ne sais pas, on ne me l'a pas dit, mais c'est vrai que je peux les contacter, même au niveau du tribunal, comment dire, le bureau des enquêtes de Pontoise, tout ça, je peux les contacter, il n'y a pas de problème. Là, j'ai essayé d'avoir une copie du dossier, vu que j'ai pas d'avocat, donc c'est pas facile. Vous êtes porté partie civile ou pas? Bah, avec ma belle-sœur au début, mais là, j'aurais voulu prendre un avocat, mais quand je vois le prix des avocats, Ouais, vous êtes trop cher, hein? Vous êtes beaucoup trop cher. Les prix sont libres et il y a des avocats qui peuvent travailler à l'aide juridictionnelle. Ouais, l'aide juridictionnelle. Donc moi je travaille, donc j'ai pas le droit à l'aide Mais juridictionnelle. c'est vrai que ça peut être un frein, ça je vous l'accorde. Vous vous rendez chaque année, je crois, sur les lieux Ouais. de la mort de J'ai votre été frère. le 1er février avec ma mère. Elle n'était jamais venue sur les lieux. Donc je l'ai emmenée. Elle est très émue en se retrouvant sur place. Ouais. Mais moi ça m'aide. À aller sur place, ça m'aide. On comprend déjà mieux comment ça a pu se passer. Et j'ai fait la demande pour mettre une plaque dommage, qu'on m'a refusée. Alors que j'ai l'accord du propriétaire de la maison, quoi. Docteur Gilles-Marie Vallée, psychiatre, j'ai beaucoup d'admiration au fond pour ce combat qui est depuis 19 ans, quasiment 20 ans. Il se bat pour son frère, en fait. Oui, et à la fois, pour souligner effectivement qu'au-delà de l'admiration, il y a quelque chose de probablement nécessaire, fondamental, au sens même d'existentiel. C'est-à-dire que face à la mort, nous sommes des êtres de raison et d'émotion, même si c'est un concept qui est, je dirais, universel, c'est-à-dire que la mort est liée à la vie et qu'on a besoin de pouvoir raisonner pour l'accepter et à la fois de pouvoir aussi gérer les émotions. Or, lorsque cette mort survient de façon plus qu'accidentelle, imprévue et de façon aussi injuste, ce qui peut sembler naturel, juste, nous mourrons tous. Et en fonction de pour différentes raisons. Là, perd tout sens. Et c'est en ce sens que la justice est fondamentale, ne serait-ce que pour vous permettre de reprendre votre vie. Voilà. Ce que vous décrivez, c'est que votre vie, je crois, depuis 19 ans, elle s'est arrêtée. Et pour que vous repreniez votre vie, il est indispensable que, j'ai envie de dire, justice soit faite face à quelque chose qui, d'ordinaire, est naturel et qui, là, a perdu tout sens. C'est indispensable. Oui, parce que j'ai mes enfants, ils me le disent, ils me disent, papa, tu rigoles plus comme avant, Même ma femme me dit, je suis passé à côté de plein de choses avec mes enfants à cause de ça. Ouais. À cause de ça. Alors il y a un nouvel espoir depuis 2019, on l'a dit, parce que le tribunal de Pontoise vous a dit qu'il y avait une cellule cold case qui avait été réouverte et votre dossier fait partie des dossiers. Ils ont sorti 3 dossiers, dont celui de mon frère. Donc ça doit être un soulagement terrible, au fond. Même si ce n'est pas encore la réponse. Voilà. Mais dans votre tête, quand même, ça vous dit que votre frère n'est pas oublié. Voilà. N'est pas oublié par la justice. justice. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'il soit oublié, c'est ça. Oui. Et c'est justement ce qui est aussi très angoissant avec la mort. Et je ne vous demande pas quelle relation vous aviez avec votre frère, mais c'est aussi quelque chose de, je pense, à souligner. C'est qu'effectivement, c'est terrible la mort d'un frère lorsque l'on sait toutes les relations et toutes les et les regrets qu'il exprimait tout à l'heure en disant on ne s'est pas vu assez, on n'a pas assez profité de ce temps-là. Il y a peut-être un peu de culpabilité visiblement chez vous aussi par ce temps que vous n'avez pas passé ensemble. Toutes les fois où vous lui en avez voulu, toutes les fois où vous vous êtes dit oh là là. On s'est déjà pris, on s'est déjà culé. Oui, c'est normal, c'est la vie. C'est la vie, il ne faut pas avoir de regrets là-dessus. C'est vrai que c'est... Puis comme j'ai dit, je me bats aussi, c'est pour la mémoire de mon père, parce qu'il est décédé 1 an après. Je suppose que ça a accéléré aussi sa maladie. Maître Philippe-Henri Honegger, ces dossiers cold case là, qui sont ressortis, ces cellules cold case, alors ça c'est assez nouveau quand même d'avoir des cellules comme ça. Ils choisissent les dossiers comme ça ? Oui, en beau français, c'est des affaires non résolues. Il y en a toujours eu. Vous avez raison. On va se faire taper dessus par le CSA en plus. Il y en a toujours eu des affaires non résolues. C'est vrai que c'est revenu à la mode, à la fois un peu par les séries, aussi parce que peut-être d'ailleurs il y a certains avocats qui se spécialisent là-dedans en disant nous on fait que des affaires non résolues. C'est vrai aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que on est à un moment technologique où en réalité il y a moyen d'aller donner un nouvel éclairage sur des affaires qu'on n'avait pas avant, notamment grâce à la
l'ADN. Et c'est vrai que votre affaire, elle réunit pas mal d'éléments qui permettent de se dire, ah, il y a peut-être moyen. On a un portrait robot, pourquoi ne pas aller chercher ça? On a de l'ADN qui a été pris à l'époque. C'est vrai que ce qu'on ne pouvait pas repérer il y a 20 ans, on peut le repérer maintenant, même avec des tout petits prélèvements d'ADN. Et surtout, maintenant, il y a beaucoup plus de monde dans les fichiers. Donc, si ces personnes qui ont fait ça, on va dire, c'était un peu des habitués de la justice, il est probable qu'aujourd'hui, ils soient dans les fichiers, qu'on puisse les retrouver. Donc, ça fait pas mal de petites choses qui font que votre dossier, c'est un bon candidat pour une affaire non résolue dont on peut penser qu'on va peut-être réussir à la résoudre. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite, Dany. On souhaite vraiment que les choses avancent. Surtout, vous nous tenez au courant. Il n'y a pas de problème. Si les choses avancent, on sera heureux de vous accueillir sur ce plateau et que vous puissiez nous annoncer que, enfin, les meurtriers de votre frère ont été identifiés. Merci Dany. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous.